sur une nouvelle constitution en Libye. Elle est annoncée pour fin février si toutes les conditions sont remplies. Embuscade dans le nord-ouest du Burkina Faso, bilan 2 policiers tués. Puis le gouvernement nigérien a adopté pour la première fois une loi sur la protection et l'assistance aux personnes fuyant la violence. Heureuse de vous savoir, nombreux rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous sur Sika TV. Je l'annonçais en titre, le référendum sur une nouvelle constitution en Libye pourrait se tenir en février 2019 si les conditions de sécurité sont réunies. L'annonce a été faite par le président de la Haute Commission nationale électorale libyenne. Voici les images. La première condition requise pour la tenue de référendum sur une nouvelle constitution en Libye a été remplie. Il s'agit de l'adoption d'une loi sur le référendum par le Parlement élu et basé dans l'est du pays. Le scrutin pourrait donc se dérouler en février 2019 si les conditions de sécurité sont réunies dans ce cadre. حقيقة الاتفاق السياسي فيما يتعلق بالاتفاق السياسي في غموض من الأطراف فيما يتعلق بترحيبهم أو دعم. Concernant un accord politique, le soutien des partis pour la commission n'est pas clair pour l'application de cette loi sur le référendum et l'organisation du référendum. Quand la loi a été adoptée, nous n'avons reçu aucun soutien de la part des partis politiques afin de mettre en place un processus d'application. Nous estimons que cela aura lieu dans la première moitié de janvier et se terminera fin février. Et je pense que le jour du vote se tiendra vers fin février. تنتهي في أواخر فبراير. أعتقد أن يوم الاقتراع أو يوم الاستفتاء حيكون في أواخر فبراير. La validation de la Constitution par référendum devrait ouvrir la voie à des élections législatives et présidentielles en Libye, appelées à marquer la fin d'une interminable période de transition et à départager les camps rivaux dans ce riche pays pétrolier. Deux autorités se disputent aujourd'hui le pouvoir en Libye. Le gouvernement d'union nationale, reconnu par la communauté internationale, est basé à Tripoli et un gouvernement parallèle exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du puissant maréchal Khalifa Haftar. Au Niger, le gouvernement a adopté ce jeudi la première loi sur la protection et l'assistance aux personnes fuyant la violence, les inondations et la sécheresse. Selon les autorités de Niamey, plusieurs milliers de personnes sont concernées par la dite loi. Voici les détails. Le gouvernement nigérien a adopté ce jeudi la première loi sur la protection des personnes vulnérables. Approuvée à l'unanimité par l'Assemblée nationale, cette loi est fondée sur la Convention de Kampala de 2009 qui établit des principes directeurs pour la protection des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays. L'Assemblée nationale autorisera également la création d'un fonds national pour aider les personnes déplacées à l'intérieur du pays et promet d'alourdir les peines pour les agressions dont elles sont victimes. Les autorités de Niamey affirment qu'il y a environ 174 000 personnes déplacées sur leur territoire, principalement dans les régions où opèrent les islamistes, notamment sur les frontières du Mali et du Nigeria. Ce chiffre, selon Niamey, exclut les personnes qui ont été forcées de quitter leur foyer du fait de changements climatiques ou suite aux conflits dans les pays voisins qui affectent les communautés frontalières. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, estime que le Niger accueille environ 176 000 réfugiés, la plupart originaires du Nigeria, où opère le groupe islamiste Boko Haram. Au Rwanda, l'opposante Diane Rwigara, critique du président Paul Kagame, est désormais une femme libre. Elle a été acquittée ce jeudi par un tribunal de Kigali d'incitation à l'insurrection et falsification de documents. Diane Rwigara se dit agréablement surprise par la décision et déclare son intention de continuer à travailler dans la politique. Je suis très contente, très satisfaite de la décision de la Cour. Non, je ne savais pas quoi attendre.
Donc je suis surprise, agréablement surprise. La suite, je continue ce que j'avais commencé. Je continue la politique. Ouais. Oh, je loue le Seigneur. Je loue le Seigneur. Je n'ai pas grand-chose à dire à part dire que je n'avais commis aucun crime, soit moi, soit ma fille. Ce journal se poursuit en Côte d'Ivoire à 2 ans de la prochaine élection présidentielle. Les héritiers politiques de Félix Houphouët-Boigny, le premier président ivoirien et père de la nation, sont divisés. Un climat délétère règne dans le pays, laissant craindre un scrutin à risque. Le pays aujourd'hui est divisé. Après Houphouët, 25 ans après sa mort, la Côte d'Ivoire est en train de... Alors, il faut trouver une solution. Il faut chercher à trouver une solution. Donc, Ouattara et Bédié, c'est leur problème. Hein? C'est leur problème. Les deux ont été présidents. Donc, ils savent que pour être président, ce n'est pas facile. Il faut savoir pardonner et il faut savoir être rassembleur. Mais pas diviser les gens. Ça, Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup bataillé pour la Côte d'Ivoire, Il a été le pilier même de l'indépendance en Côte d'Ivoire. Voilà. Ce journal se poursuit. Je l'ai annoncé en titre. Au Burkina Faso, 2 policiers sont morts ce jeudi dans le nord-ouest, disais-je. Selon des sources policières, ils ont été au cours d'une embuscade. Voici les détails. 2 policiers burkinabés ont été tués lors d'une embuscade jeudi dans le nord-ouest du Burkina Faso. Des individus armés non identifiés ont attaqué une équipe de la police, tuant 2 éléments à Gouyalé, une localité de la commune de Kiambara, située dans la province du Sourou. Les éléments du commissariat de Kiambara revenaient d'une mission de sécurisation du marché de Bangasogo à une quinzaine de kilomètres lorsque l'équipe est tombée dans une embuscade. Les assaillants ont ouvert le feu sur les éléments qui ont aussitôt riposté, les mettant en déroute. Une opération de ratissage a été lancée dans la zone pour appréhender les assaillants. L'attaque de Gouyalé est le 4e affrontement enregistré en une semaine entre forces de l'ordre et djihadistes présumés. Le 17 octobre, un gendarme burkinabé avait été tué et 3 blessés au cours de l'attaque de la brigade territoriale de Barani dans une région voisine du nord-ouest du pays. Début octobre, 3 gendarmes avaient été grièvement blessés dans une attaque contre un poste de gendarmerie à Lanfiera, dans la province du Sourou. Notons que le Burkina Faso, pays sahélien très pauvre, frontalier du Mali et du Niger, est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis le premier trimestre 2015, notamment dans le nord et l'est du pays, mais qui se sont récemment étendues à l'ouest. L'organisation G5 Sahel espérait lever 1,9 milliard d'euros ce jeudi pour des projets de développement. L'accent est mis en particulier sur les régions frontalières où les djihadistes tirent parti des carences des États pour s'implanter. Reportage. C'est à Nouakchott, la capitale mauritanienne qui abrite le siège du secrétariat du G5 Sahel, que les présidents des pays membres ont présenté 40 projets couvrant la période 2019-2021 devant bailleurs de fonds et partenaires internationaux. D'après le président en exercice du G5 Sahel, Mahamadou Issoufou, les États membres ont sécurisé 13% de l'objectif de la levée de fonds. L'Union européenne et la France vont prendre en charge la plus grande partie du financement de projets de développement axés sur la prévention du djihadisme de l'organisation du G5 Sahel. Déjà, le consensus général est que des progrès notables ont été réalisés. La force conjointe du G5 Sahel est en train de se mettre en place. Le collège de défense est fonctionnel. La coordination entre les états-majors de nos armées s'est nettement améliorée. Cependant, pour éradiquer définitivement la violence extrémiste, nous devons, parallèlement à l'action sécuritaire, et au refus systématique de recourir au paiement des rançons afin de libérer des otages, ce qui n'est pas souvent le cas,
déployer d'énormes efforts pour généraliser l'accès à une éducation de qualité, créer des opportunités d'emploi. Le soutien de l'Union européenne au programme d'investissement prioritaire s'élève à présent à 800 millions d'euros. La France, de son côté, va ajouter 220 millions d'euros de financement nouveau à 280 millions d'euros déjà engagés. En France, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé que le gouvernement va déployer des moyens exceptionnels ce samedi. Il a par ailleurs renouvelé devant le Sénat son appel à ne pas venir manifester à Paris. Plus de 89 000 membres des forces de l'ordre doivent être mobilisés samedi en France, dont 8 000 à Paris lors de la nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes, pour l'instant sourd aux appels au calme. Le gouvernement redoute en outre une extension de la colère à d'autres secteurs de la société. Nous allons utiliser une douzaine de véhicules blindés de la gendarmerie qui sont parfois utilisés dans des opérations, ça a été le cas à Notre-Dame-des-Landes, parce que nous allons... Mais en ville, pratiquement jamais, jamais depuis 2005. Jamais depuis 2005, parce que nous avons en face de nous des gens qui ne sont pas là pour manifester, mais qui sont là pour casser. Et nous voulons faire en sorte de ne pas leur laisser les mains libres. Nous avons mobilisé un nombre considérable de forces de l'ordre. 8 000 à Paris, c'est beaucoup plus encore que samedi dernier. Et au total, sur l'ensemble de la France, non pas 65 000, mais 89 000. C'est-à-dire que c'est vraiment une mobilisation exceptionnelle. Politiquement fragilisé par la crise des Gilets jaunes, le Premier ministre Édouard Philippe a assuré ce jeudi qu'il travaillait avec le soutien de la majorité et la confiance du président Emmanuel Macron. Ma mission, M. Boulot, c'est d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le président de la République. Je le fais avec le soutien de la majorité. Il ne vous a peut-être pas échappé qu'hier, elle s'était exprimée, parfois même un peu au-delà de la majorité, avec beaucoup de puissance, 358 votes, et avec la confiance du président, et c'est ce qui m'importe. Le Premier ministre Édouard Philippe a également assuré ce jeudi qu'il n'y avait aucune cacophonie au sommet de l'État sur la hausse de la taxe carbone sur les carburants qui est annulée. Voilà, c'est sur cette dernière information de la France que s'achève cette édition que j'ai eu du plaisir à vous présenter. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne